Je les présente ici aux organisateurs et je voudrais à présent vous entretenir d'une thématique qui, me semble-t-il, est tout particulièrement importante pour le public ici rassemblé dans cette salle, puisque nous avons d'éminents spécialistes sur les Sonderkommando qui sont présents dans la salle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques 9 manuscrits qui ont pu être retrouvés au niveau de membres de ces Sonderkommando qui ont été trouvés dans 8 endroits ou circonstances et lieux différents. Donc c'est important peut-être de le savoir, mais vous ne savez peut-être pas que 2 d'entre eux sont véritablement des sources originales, des manuscrits originaux. Donc 2 d'entre eux ne nous permettent pas de savoir où sont les originaux. Donc il y en a un qui a été retrouvé en Pologne, c'est pour le premier des 2. Donc c'est un manuscrit de Langfuss qui nous a permis d'obtenir toute une série d'informations et qui a donné d'ailleurs le même titre, si je puis dire, à l'ensemble des ouvrages compilés par rapport à cette thématique. Il y a une copie qui est disponible au musée d'Auschwitz. C'est pour cette raison qu'il n'est pas un problème de pouvoir y jeter un œil, de pouvoir prendre quelques notes, mais l'original en tant que tel a été perdu quelque part entre l'Institut de l'histoire juive de Varsovie et la commission qui a dû se pencher sur ces questions. Donc entre ces 2 institutions, ce manuscrit original a malheureusement été perdu et n'a jamais été retrouvé. Beaucoup d'institutions auraient bien entendu pu reconnaître, posséder ce manuscrit. Le deuxième manuscrit est un manuscrit français. Je suis présent ici avec des collègues polonais et des collègues français. Et ce deuxième manuscrit devrait pouvoir être retrouvé. Je n'ai aucun doute quant au fait que cet autre manuscrit original n'a pas été détruit. Je pense qu'il est conservé de façon secrète quelque part dans des archives qui portent ou non sur l'Holocauste. Donc j'en reviens à ce texte français dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et par rapport à ce texte, lorsque on le compulse ou lorsqu'on a la possibilité d'en consulter une copie qui se trouve d'ailleurs, soit dit en passant, aussi au musée d'Auschwitz, eh bien je pense que si on consulte ce manuscrit, on peut comprendre l'histoire, ce qui s'est passé, et j'ai également le sentiment que ce texte, l'original en tout cas, doit se retrouver quelque part dans des archives françaises. Donc mes tentatives personnelles, je ne suis pas ici une personne vraiment qui représente, disons, une dimension institutionnelle au niveau de ce type de recherche, mais quoi qu'il en soit, j'ai la ferme conviction que ces textes sont encore, que les originaux sont disponibles. Et ce que je voudrais, c'est vraiment essayer de remettre la situation telle qu'elle, ou de brosser un portrait de la situation telle qu'elle fut. Et je profite du public et du micro qui m'est donné ici pour aborder cette question et pour faire quelque chose qui aille dans le bon sens, c'est-à-dire nous permettre de retrouver toute une série d'éléments importants, de manuscrits importants par rapport à cette histoire, et faire en sorte que ces manuscrits puissent regagner le lieu qu'il convient. Je crois qu'il est également fondamental pour les d'aucuns de voir ce qui a été publié dans les textes originaux qui étaient initialement disponibles. Alors malheureusement, je n'aurai pas suffisamment de temps à disposition que pour développer peut-être plus en avant cette opinion qui est la mienne, mais quoi qu'il en soit, dans le cadre de ma présentation, et comme je savais qu'à la fin il me serait difficile de le préciser, j'ai décidé de le préciser d'entrée de jeu. Ceci étant fait, je voudrais revenir sur les sources russes de l'histoire des Sonderkommando, qui est véritablement le propos que je suis censée tenir devant vous aujourd'hui. Par rapport à cela, je voudrais insister sur le fait que tout le monde connaît les textes de Gradowski, tout le monde sait que ces textes, ou en tout cas une grande partie de ces textes, relatent ce qui s'est passé en Russie. Je voudrais vous donner quelques détails par rapport à cela. Pour la première fois, lorsque j'ai été impliquée sur les recherches par rapport au Sonderkommando, ce fut en 2004, je faisais des recherches sur les prisonniers de guerre soviétiques, qui était véritablement mon violon d'âge, je veux dire, l'objectif essentiel de mes recherches. Je me suis rendue au musée médical de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs avec plusieurs de mes collègues, mon collègue
Pobel, qui malheureusement est décédé il y a 4 mois, à mon plus grand regret d'ailleurs. Et nous avons ensemble pu nous assigner une tâche particulière, à savoir essayer d'obtenir la permission de travailler sur certains éléments d'archives qui se trouvaient en Russie. Nous avons dû mener à bien un travail relativement long. Il nous a fallu pratiquement 2 ou 3 ans pour obtenir les autorisations nécessaires et pouvoir démarrer véritablement la recherche en question. Alors, il faut savoir qu'il y a 10 ans, la situation était sans aucun doute beaucoup plus complexe et difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons par exemple dû obtenir toute une série de documents, ou pu obtenir des documents au niveau de la Croix-Rouge, et ce fut probablement quelque chose de relativement ardu par rapport à la situation actuelle qui, heureusement, a évolué. En ce qui concerne les archives russes, la situation n'a pas véritablement évolué grandement, mais elle évolue petit à petit, et il est plus facile aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant d'avoir accès à certains de ces éléments. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur les détails. J'ai pu effectivement avoir accès aux ouvrages de Gradowski, donc, qui a fait partie de ces Sonderkommando. Alors, après avoir reçu ce document, je puis vous dire que j'ai pu constater que les documents en tant que tels et l'état dans lequel ils avaient été retrouvés, il y avait toute une série de photos qui ont été publiées à maintes et maintes reprises, et si vous avez la possibilité de les compulser et d'avoir ces documents dans vos mains, je puis vous dire que ça laisse une impression très marquante et très forte. Et lorsque l'on lit, bien entendu, les traductions des lettres de Gradowski, ceci fait partie, bien entendu, intégrante de la collection Gradowski. Lorsque j'ai pu me rendre compte de la teneur de ces documents, eh bien, j'ai pu vraiment changer mon point de vue par rapport à cette situation. Et j'ai pu changer mon point de vue par rapport à la nature de l'homme et par rapport au contour que peut prendre la personnalité de l'être humain. Donc, c'est une source fondamentale russe au niveau des Sonderkommando, mais ce n'est pas la seule source disponible, bien entendu. Il y a par exemple toute une série d'autres documents qui ont pu être obtenus par rapport à Auschwitz et Birkenau et qui font partie de la même collection qui est abritée au niveau de Saint-Pétersbourg et des différentes archives et musées. Et nous savons que par rapport à Auschwitz-Birkenau, il y a toute une série d'autres documents qui ont pu être récoltés. Et par rapport à ces documents, nous avons une autre collection d'éléments qui, jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas encore été véritablement passée sous l'œil des scientifiques. Il s'agit d'une collection de documents qui portent sur le camp d'Auschwitz en tant que tel. Quoi qu'il en soit, je voudrais insister sur le fait que ces collections ont toute une série de racines. L'objectif, bien entendu, ou pas l'objectif, mais l'élément central tourne autour de la souffrance ressentie par les victimes. Nous pouvons dire que la plupart du temps, c'est l'élément qui ressort des collections de ces différents musées. Tout tourne autour, si je puis dire, dans certains musées des expériences médicales qui ont été menées à bien, mais on ne s'est pas toujours penché sur la question centrale, à savoir la souffrance des victimes dans ce contexte. Et dans ces documents dont je vous parle, il est possible, documents qui sont pertinents et qui jusqu'à présent, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, n'ont pas véritablement pu être passés au crible par la plupart des scientifiques. Nous avons en sus de cela des mémoires de toute une série d'autres intervenants. Et là, nous pouvons trouver d'autres informations intéressantes par rapport à l'histoire d'Auschwitz-Birkenau. Et ce sont probablement des éléments qui peuvent intéresser au plus haut point les collègues qui sont présents ici dans la salle, et notamment des documents qui portent sur ce qui s'est produit immédiatement après la libération des camps. Et donc, l'utilisation ou l'objectif de ces documents, c'est bien entendu tout ce qui tourne autour de l'aspect médical et des prisonniers de guerre allemands. Et nous avons donc toute une série d'hôpitaux, d'hôpitaux militaires qui ont pu transmettre leurs archives. Et dans ce cas de figure, nous avons pu prendre en considération également des situations liées aux camps et aux prisonniers de guerre. Et là, des documents très importants ont pu être identifiés, notamment au niveau des archives militaires de la Russie, des archives militaires russes. Nous avons pu prélever à ce niveau-là toute une série de documents
intéressant à ce niveau-là également. Il y a d'autres éléments qui sont très importants, qui constituent une source non négligeable d'informations en ce qui concerne la question des Sonderkommando, à savoir les GARF, donc c'est les archives russes, les archives d'État de la Fédération de Russie. Et au niveau de cette instance, vous pouvez trouver toute une série de problématiques, de questions qui ont été abordées. Nous avons, au niveau de la collection 74-45, nous avons toute une série d'éléments qui nous permettent justement de retrouver la trace de ces fameux documents de Gradowski dans un album tout particulier qui a d'ailleurs été compilé en vue du procès de Nuremberg. C'était des documents qui attestaient de ce qui s'était passé. Parmi toute une série de photos, eh bien, vous pouvez trouver à ce niveau-là des photographies qui ont rapport aux documents de Gradowski, ainsi que toute une série d'autres éléments, tels que par exemple des courriers qui étaient rédigés en yiddish et qui font partie intégrante de cette compilation de documents. Malheureusement, ce document n'a pas été utilisé lors du procès de Nuremberg. Il a été préparé à cette fin, mais n'a jamais été exploité. Alors peut-être faudrait-il se poser la question du pourquoi. Et quoi qu'il en soit, il est difficile d'imaginer qu'il était impossible de traduire l'ensemble de ces documents en russe, en allemand ou en anglais, d'autant qu'il devait être possible de traduire ces documents du yiddish vers ces autres langues que je viens de citer. Donc je crois que cela vaut la peine d'être souligné. Donc on a des sources qui auraient pu être utilisées dans le cadre du procès de Nuremberg. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Alors peut-être que c'est un élément qui n'est pas dénué d'importance, surtout dans le contexte qui nous occupe ici aujourd'hui. Donc je vous ai parlé des collections du GARF et de cette fameuse collection 74-45 et 74-21 qui nous permettent justement de voir toute une série de textes ou de prendre connaissance de toute une série de sous-collections ou de textes qui portent précisément sur Auschwitz. Et là, nous avons pléthore de documents qui sont disponibles par rapport aux différentes étapes, aux différentes démarches qui ont été menées à bien par une commission extraordinaire qui avait justement pour objectif de clarifier les crimes perpétrés par les Allemands. Et à ce niveau-là, nous avons une autre collection tout à fait particulière, des documents qui portent sur Auschwitz et les premières investigations, en quelque sorte, qui ont été conduites ou menées à bien dans le cadre qui nous intéressait. C'était en quelque sorte une première tentative non seulement de rassembler l'information par rapport à ce qui s'était produit là-bas, mais il s'agissait en sus de cela d'évaluer le nombre de personnes qui avaient été tuées ou qui auraient pu éventuellement être massacrées, et ce, sur base de toute une série de critères spécifiques qui ont été pris en considération par la dite commission. Et je puis dire que par rapport à ce document, on a cité des chiffres de 4 millions qui ne sont pas toujours des chiffres corrects. Donc des chiffres tels que le chiffre de 4 millions était mentionné dans ces éléments, de mémoire qui nous permettent d'étoffer notre mémoire par rapport à ce qui s'est passé à Birkenau. Et on peut constater que sur base des investigations et des évaluations tout à fait particulières qui ont été menées à bien au niveau du GARF, il y en a plus de 5 millions. Le chiffre à prendre en considération sera un chiffre supérieur à 5 millions. Quoi qu'il en soit, il faut se dire que cela a été fait au mois de mars ou au mois d'avril, donc immédiatement, si je puis dire, après la libération des camps. C'est du moins ce qu'il ressort de ces éléments présents au niveau des archives d'État de la Fédération russe. Mais il faut savoir qu'il y a des estimations qui ont été faites et ce n'est pas une question idéologique qui est entrée ici en ligne de compte. Il n'y a pas l'objectif, c'était véritablement de clarifier ce qui s'était véritablement passé, d'avoir une idée de ce qui s'était déroulé, de la vérité. Et par rapport à cela, il est vrai que d'aucuns ont avancé parfois des éléments idéologiques qui auraient pu intervenir dans les calculs mathématiques. Et ce sont des paramètres sur lesquels nous pouvons nous pencher dans le cadre de ces documents lors d'un procès qui a été tenu en Pologne contre des criminels de guerre
qui donc ont officié, si je puis dire, pendant la Seconde Guerre mondiale ou lors du procès de Nuremberg. Si je ne me trompe, jusqu'à 1970, on a toujours maintenu, me semble-t-il, le même chiffre d'1,5 milliard, si je ne m'abuse. Donc, par rapport à cela, je crois qu'il faut se dire qu'il y a eu toute une histoire d'utilisation par rapport à ces estimations qui ont été réalisées en quelques semaines dans les jours qui ont suivi la libération. Et les documents qui étaient à la source de tout cela émanaient en fait de toute une série de commissions ou sous-commissions qui ont été instaurées ou instituées à cette fin. Et ce sont tous des éléments que l'on peut retrouver dans les dites archives. Nous avons également au niveau de ces archives toute une série d'autres documents qui nous permettent de voir dans quelles circonstances les documents de Gradowski ont pu être retrouvés. Un des trois membres, donc il était un des trois membres d'un Sonderkommando qui a donc, suite à la libération, pu aider à effectuer les recherches et qui a poussé en quelque sorte à ce que ces recherches soient effectuées, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque il y avait une résistance et une réticence très très importante du côté des autorités polonaises notamment, et il faut se dire que seuls 2 de ces 9 manuscrits dont je vous ai entretenu dans mes remarques liminaires et qui ont été rédigés par des membres de Sonderkommando et qui ont été retrouvés dans le cadre des activités déployées par les musées pour retrouver ces manuscrits. Et ce n'est peut-être pas 2, mais 3 manuscrits qui sont concernés par cela, donc ont été retrouvés, comme je vous le disais. Et immédiatement après, il y a eu une véritable bataille qui a dû être menée à bien. Il est vrai que lorsqu'on se trouve confronté à ces différents documents dans les années 60, 70 et 80, on a pu constater qu'effectivement, il y avait une grande différence, notamment par rapport à l'existence même et à l'état de ces textes qui ont été retrouvés en 1945. Donc, à cette époque-là, on n'avait que de trouver 3 ou 4 documents en 1945 dans l'immédiat après-guerre. Et donc, ce document a eu quand même des conséquences et des répercussions importantes, non seulement au niveau de la collection Graf, mais aussi en ce qui concerne le document Gradowski, donc dans la collection du musée de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, le niveau d'étude de ces documents est même pire que quand on a voulu déchiffrer les photos qui ont été réalisées par Anton Patton dans les années 60. Et si j'avais un peu plus de temps, je pourrais donc aller plus en avant à ce sujet. Je ne sais pas si le musée de l'histoire juive de Varsovie dispose d'une copie de cette photo, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il était possible d'essayer de traduire l'intégralité du texte, même si quelques passages étaient perdus. Mais 75 à 80% du texte était parfaitement lisible et pouvait donc être traduit. Et un des spécialistes russes les plus éminents en langue yiddish aurait pu s'en charger. Et donc, pour la première fois, soit dit en passant, il y a donc eu une tentative de traduire l'original et tous les textes dont vous avez sans doute connaissance. Vous savez qu'il y a une collection très importante qui a été publiée
par le musée d'Auschwitz, d'abord en polonais, puis cela a été traduit en allemand, et puis ça a été traduit à nouveau en anglais. Mais ces éditions sont incomplètes et fourmillent d'erreurs. Elles ont fait l'objet d'une censure. Et donc on a limité la diffusion à cause des erreurs. Et donc Auschwitz, le musée d'Auschwitz a donc arrêté la publication de ces textes. Il y a aussi l'énumération des ghettos, où il y avait des zones de commando actifs au niveau de la déportation des habitants vers les camps. Et donc, dans les années 60 et les années 70, quand on a réalisé des publications à ce sujet, là aussi, il y a eu des erreurs de commuse. Mais il est important de savoir que le premier qui a évité ce problème, c'était Bergmark, quand il a émigré vers Israël, et plus tard, sa veuve a essayé de continuer son travail pour donc travailler de manière objective sur les données historiques sans la pression idéologique au niveau des autorités, soit polonaises, soit russes. Et donc, vous pouvez évidemment en tirer vous-même les conclusions. Et donc, les 5 minutes qui me restent, je vais donc les utiliser pour vous raconter l'histoire extraordinaire d'Oleg Patonek. Au début des années 60, ce document qui n'était pas connu au niveau de l'historiographie russe, la seule mention de ce manuscrit était dans le catalogue du musée et qui avait été publié pour usage interne en 1980. Et il y avait peut-être 150 exemplaires de disponibles. Chaque bibliothèque à Saint-Pétersbourg ne disposait même pas d'un exemple. Il y a aussi une édition en yiddish et en polonais, aussi au début des années 60, par un auteur anonyme, mais il est assez facile de croire, de vérifier que c'est Bergmark qui l'avait fait en 62. Et puis, il y a donc également 2 publications sur le journal juif en yiddish, Volksstimme, à Varsovie. Et donc là, on évoquait pour la première fois qu'un tel document avait été trouvé. Et dans le deuxième article, il y avait donc une citation qui était reprise de cette lettre assez brève de septembre 1944, avec les termes mêmes de Bradowski, où donc il y avait des remarques et un rapport particulier sur ce qu'il avait vécu. Mais comment il a fait pour donc trouver ce manuscrit? Les lettres qui avaient été écrites par Martin Matonek sont également trouvées à l'Institut d'histoire juive à Varsovie, mais elles ont surgi beaucoup plus tard et dans la vie personnelle de Matonek, on en avait trouvé trace et cela a permis en fait de reconstituer l'ensemble de ce manuscrit. Ilya Patonek était un responsable élevé médical dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne. Je ne sais pas si c'était à Berlin ou à Dresde. Et le
responsable polonais, Drojnes, Karl Drojnes, en a donc eu vent. Il a pu obtenir ce document et qu'il l'a transmis au musée de Varsovie. Il était moins un historien qu'un agent très enthousiaste du service secret polonais. Et donc, dans ce cas précis, le juif en lui était plus fort que l'agent secret. Et Lapationic n'a pas eu de problème au niveau de sa carrière, même parce que, ou en dépit du fait qu'il s'était approprié ce document. La même chose pour l'archipel Black. C'était des archives, mais qui n'ont jamais abouti en Europe occidentale, sont restées en Europe orientale, et c'était sans doute aussi l'un des documents dont on avait espéré qu'il se prêterait à une exploitation scientifique, mais ce qui n'a pas eu lieu. Et donc, je conclus ma présentation